bienvenue pour cette nouvelle édition d'AQCTV Live. Aujourd'hui, deux sujets. Un premier sujet d'actualité en période estivale autour des brasseurs d'air, et puis un deuxième sujet sur le bois en extérieur et les risques d'humidité. Sommaire. Voilà, donc premier sujet autour des brasseurs d'air, donc un sujet d'actualité quand il fait un peu chaud. Qui mieux qu'un professionnel des Antilles pour évoquer ce sujet. Et j'accueille dans notre studio, donc en visio, Laurent Séauve. Laurent, vous êtes directeur du bureau Equinox, mais je vous laisse quand même vous présenter. Oui, donc le bureau Equinox, on est implanté en Guadeloupe depuis une trentaine d'années. On travaille dans les différents domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique. On fait des audits énergétiques, on est 3 ingénieurs et on a eu l'occasion de travailler beaucoup sur les brasseurs d'air ces dernières années, notamment avec le programme Ombré, pour lequel on a été lauréat pour la rédaction du guide Brise, le guide des brasseurs d'air en climat tropical. D'accord, on va peut-être revenir un petit peu sur ce guide après. Vos travaux concernent que les Antilles ou il y a un impact aussi sur l'Hexagone? Alors, on a essentiellement des correspondants dans les Outre-mer, où on a l'habitude de collaborer avec nos confrères bureaux d'études qui sont implantés aux Antilles, à La Réunion également. Euh, Mais dans le cadre du guide Brise, on a été un groupement avec d'autres correspondants dans l'Hexagone, notamment le bureau d'études Indigo, et puis l'ingénieur Robert Seller, qui est spécialiste des conceptions bioclimatiques depuis pas mal d'années. Alors, justement, entrons un peu dans le vif du sujet. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un brasseur d'air? Comment ça fonctionne? Quel est le principe? Le principe, il est assez simple, c'est le principe du bon vieil éventail, mais motorisé, qui permet de créer une sensation de rafraîchissement sur les individus, quels qu'ils soient, et quel que soit l'environnement dans lequel on se situe. Et donc, le brasseur d'air fonctionne en accélérant les échanges thermiques entre le corps humain et l'environnement, et également par un deuxième phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, qui permet d'accélérer l'évaporation de la sueur et donc de contribuer au confort des individus. Et tout ça sans rafraîchir physiquement l'air environnant. D'accord, mais donc il y a quand même une efficacité qui est prouvée. Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, on sait tous que quand on se met à l'ombre en climat chaud, en climat tropical ou en saison d'été dans l'Hexagone, quand on se met à l'ombre d'un arbre et qu'on a la possibilité d'avoir une petite brise sur soi, on va être systématiquement en situation de confort. C'est ce qu'on a appelé pour les climats tropicaux la théorie du manguier. Quand on est à l'ombre du manguier, comme ça, on va être tout le temps en situation de confort. Pour l'Hexagone, on pourrait l'appeler aussi la théorie du figuier, ou quand on est à l'ombre d'une tonnelle abritée avec de la vigne, par exemple, on est avec ces mêmes conditions de rafraîchissement naturel. Et donc, ça fonctionne, évidemment. D'accord. Alors, pour un bâtiment, est-ce qu'il y a des règles de dimensionnement de ces brasseurs d'air? Alors oui, c'est ce qu'on a essayé de formaliser dans notre guide Brise pour les brasseurs d'air en zone tropicale. Alors, il y a plusieurs applications possibles. D'une part, les appareils qu'on utilise de la gamme domestique, qu'on va utiliser dans le secteur du logement notamment, ou des bureaux individuels. Après, on a d'autres applications dans les bureaux collectifs ou dans les espaces collectifs. On va devoir utiliser plusieurs appareils. Et enfin, un troisième champ d'application pour les locaux de grande hauteur et de grand volume, avec des gammes de brasseurs d'air industriels. Et donc, on a des prescriptions techniques détaillées pour chacune de ces applications. Alors, pour les solutions les plus simples, on va dire, dans un espace de 10 ou 15 mètres carrés, on va mettre un brasseur d'air de diamètre minimum de 1,30 m
et qui va suffire à assurer le confort ou le complément de confort de cet espace. D'accord, merci. Donc ça donne un ordre de grandeur. Et alors quand on installe ces brasseurs, est-ce qu'il y a des points d'attention, des points de vigilance à préciser peut-être aux professionnels et aussi à l'utilisateur? Bah, les points de vigilance, c'est d'abord de bien choisir les appareils qu'on va installer, hein. Toujours éviter de prendre les appareils d'entrée de gamme, hein, qui seront souvent les moins efficaces, évidemment. Ensuite, confier l'installation à un professionnel qui sera soit un électricien du bâtiment, soit un spécialiste de la pose des brasseurs d'air. Et donc, il va s'assurer que les hauteurs d'implantation sont bien correctes, notamment que le plan des pales soit bien à l'horizontale, qu'il soit au moins à 2,30 m par rapport au sol, de manière à éviter les interférences, que quand on est dans un espace tertiaire, par exemple, on n'ait pas d'interférence avec l'éclairage ou avec d'autres équipements qui se trouvent au plafond. Et puis, je dirais enfin il y a d'autres points, mais que les ancrages soient bien satisfaisants, qu'ils soient bien fixés au plafond, et puis qu'on ait un raccordement électrique conforme à la norme NFC 1500. Laurent, quels savoir-faire ultramarins peuvent être apportés, peuvent être donnés à l'Hexagone? Pour les brasseurs d'air, évidemment, les climats tropicaux des Outre-mer vont pouvoir bénéficier, enfin l'expérience des Outre-mer va pouvoir bénéficier à l'Hexagone dans le sens où on a une expérience de plusieurs centaines de milliers d'installations en Outre-mer depuis quelques années, grâce notamment au soutien d'EDF, avec les partenariats Agir Plus. Et donc on a les impacts du changement climatique, évidemment, vont faire en sorte que l'Hexagone, notamment en saison d'été, vont se rapprocher des climats qu'on a en Outre-mer un petit peu toute l'année. Et donc, on a cette expérience de l'installation de brasseurs d'air qui a été remise au goût du jour là, depuis quelques années. D'accord. Et aujourd'hui, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, quels sont vos travaux? Sur quoi travaillez-vous? Alors, chez Equinox, on a la chance d'avoir été 3 fois lauréat du programme Ombré, qui est piloté par la QC, hein. Donc, la première fois avec la rédaction de notre guide Brise pour les brasseurs d'air. Ensuite, on travaille actuellement sur le projet Héliodrome, qui vise à renforcer la protection solaire des bâtiments tertiaires existants dans l'outre-mer. Et puis enfin, on est lauréat également d'un projet qui s'appelle Colibri, pour revenir aux brasseurs d'air, hein, avec nos confrères du bureau d'études LE à La Réunion. On essaie de promouvoir les solutions mixtes de confort, qui visent à donc explorer l'usage simultané de la climatisation et des brasseurs d'air. On va avoir donc un confort équivalent avec des économies d'énergie générées quand on va remonter les températures de consigne de quelques degrés en utilisant en simultané un brasseur d'air. Et donc, on est en train de mesurer ça en Guadeloupe et à La Réunion. Et aujourd'hui, on obtient des résultats qui sont très, très prometteurs, hein, puisqu'on génère des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 30% avec cet usage simultané, climatisation et brasseur d'air. Ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet Colibri et le programme Ombré avec nos confrères de La Réunion. Merci Laurent Séauve. Je rappelle que vous dirigez le bureau d'études Equinox. Merci pour toutes ces précisions. Je vais emmener maintenant nos internautes sur un chantier du côté de Strasbourg. Donc on est dans l'Hexagone, hein, au sein de l'université, qui a des locaux en vue d'activités sportives. Merci et à très bientôt. Oui, donc on se trouve au centre sportif universitaire de l'Université de Strasbourg. C'est un nouveau bâtiment qui a été construit dans le cadre de l'opération Campus. En tout cas, l'objectif de ce centre sportif, c'était vraiment de regrouper toutes les pratiques sportives qui peuvent être offertes aux étudiants, mais aussi au personnel de l'université, mais aussi servir de lieu de travail pour la faculté des sports. Donc on est sur 8 salles de sport,
3 gymnases, donc 2 gymnases B, 1 gymnase C, donc c'est des typologies de gymnases en fonction de l'activité et de la taille. On est sur un peu plus de 6200 m² de surface plancher pour 4300 m², me semble-t-il, de surface sportive. La spécificité de ce bâtiment, c'est qu'il n'est pas raccordé aux réseaux de chaleur, contrairement aux autres bâtiments autour du campus Esplanade et du campus historique. Et la raison à cela, c'est que le besoin de ce bâtiment est davantage un besoin de rafraîchissement qu'un besoin de chaud. D'une part parce que la consigne de chauffe dans des espaces sportifs est inférieure à celle dans des vestiaires ou des bureaux. Et d'autre part parce que le besoin en chauffe, il est vraiment localisé sur un noyau central de vestiaires et sur les quelques bureaux administratifs qui se trouvent au rez-de-chaussée. Et donc ici, également une des spécificités et un des conseils qu'on a eu du bureau d'études Terre Énergie qui nous a vraiment plu sur la conception de ce projet, c'est qu'il tenait compte de la localisation de ce bâtiment qui est dans un îlot de chaleur, puisqu'on est au centre-ville de Strasbourg. C'est assez rare pour un centre sportif, souvent les gymnases sont excentrés. Là, on est vraiment au cœur du campus Esplanade. Alors certes, c'est un campus vert, il y a des espaces verts, mais on reste quand même entouré de bâtiments de construction très bétonnés. Et donc, il faut réfléchir à une stratégie de rafraîchissement qui est plus importante et plus performante dans le cadre de cette localisation. Donc les brasseurs d'air, en fait, c'est le premier niveau de réponse en confort adaptatif, dans le sens où, par rapport à des espaces sportifs, où les charges internes de chaleur dues à la quantité de pratiquants et au type de sport, ici on est dans la future salle de musculation, donc ça c'est évident, c'est des salles extrêmes, on va enclencher en fait les brasseurs à relativement basse température, des 22-23 degrés, à très basse vitesse, et plus la vitesse va s'élever, plus la vitesse des brasseurs va augmenter, pour assurer une sensation de confort, que ce soit du confort purement en température, que du confort au niveau sensation d'humidité, dans le sens où le brasseur permet en fait de simuler un vent, et donc permet d'avoir une évapotranspiration très efficace, et ensuite ça s'enclenche dans d'autres stratégies de rafraîchissement, qui sont plus globales sur le bâtiment, comme la surventilation nocturne qui est liée par la grosse CTA, et encore en plus, parce qu'on est dans des espaces très particuliers et on est dans un climat aussi qui est changeant et qui est particulier d'îlots de chaleur, on a des groupes froids qui, eux, vont aller traiter encore plus de la température et aussi du taux d'humidité. Les groupes froids permettant de déshumidifier aussi. C'est tout simplement parce que un centre sportif, par nature, ça a des espaces qui sont très différents dans les usages et donc dans les charges et les températures de confort. Et il se trouve que les grands espaces sport collectifs où il n'y a pas de spectateurs, spécialement, hein, parce qu'on est dans un centre universitaire, c'est pas des salles de compétition avec 300 places de spectateurs, finalement les charges à l'intérieur sont très faibles, eu égard à la surface et à la hauteur des salles. Et là, on n'avait même pas besoin en fait de rafraîchissement par ressenti comme le ventilateur. On utilise dans ces salles-là la CTA générale, qui fait de la surventilation nocturne la nuit à chaque fois qu'on peut, c'est-à-dire que les températures ne sont pas tropicales, qu'on a des nuits qui descendent en dessous de 20 degrés, et à chaque fois qu'on ne pourra pas, elle assurera la même capacité, mais en s'appuyant sur les groupes froids, qui permettent de pré-rafraîchir l'air la nuit, pour assurer que tous les matins on repart sur un bâtiment confortable, quelle que soit, je dirais, la journée qui s'est passée et la nuit qui s'est passée la veille. On a des brasseurs américains, parce qu'à l'époque on n'avait que ça sur le marché, c'est des Big Ass, c'est fabriqué dans le Kentucky. On peut en trouver facilement des plus petits. Par contre, ceux-là, voire beaucoup plus gros, ceux-là ils existent jusqu'en plus de 7 mètres de diamètre, et avec eux qui fabriquaient, c'était vraiment les inventeurs de ces systèmes de rafraîchissement. Maintenant, parce qu'on en a besoin et parce que ça se développe, on a des fabricants européens qui commencent à en faire au même diamètre que ceux qu'on voit là. On arrive à en trouver dans 2 ou 3 marques maintenant en Europe. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur la démarche ECRINS qui vise à limiter les polluants à la source, un focus sur les points de vigilance et les bonnes pratiques en matière de gestion de l'humidité, une enquête sur le vaste plan de rénovation du bâti scolaire, et enfin, un point sur l'étude du sol qui peut s'avérer indispensable avant tout projet de construction. Nous vous proposons en lecture gratuite un article sur la chaleur de récupération qui représente en France un gisement considérable. Usines d'incinération, stations d'épuration, data centers, les calories perdues peuvent être récupérées et valorisées pour être exploitées, soit directement sur le lieu de captage, soit en les redistribuant par différents moyens, notamment les réseaux de chaleur.
Retrouvez toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Retour dans le studio d'AQC TV Live pour évoquer le second sujet autour du bois en extérieur et des risques d'humidité. Donc j'accueille Rodolphe Mauffron de l'UMB FFB et donc je vous laisse déjà vous présenter. Merci Frédéric, bonjour. Donc l'Union des métiers du bois de la FFB, c'est l'union qui rassemble toutes les entreprises de charpente menuiserie au sein de la FFB, donc à peu près 9000 entreprises. Et moi, je suis le responsable technique charpente construction bois au sein de cette union. Alors, très bien. Je voudrais déjà, de manière générale, quels sont les effets de l'eau sur le bois, sur les constructions en bois? Alors déjà, contrairement à ce qu'on pense, l'eau n'est pas l'ennemi du bois. C'est la rétention d'eau qui pénalise le bois et qui favorise le développement fongique. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'en fait, il faut éviter toute rétention d'eau. Donc il va falloir, les 2 maîtres mots, ventiler et drainer les ouvrages bois en extérieur. Voilà, alors c'est surtout les ouvrages en extérieur qui vont être concernés. Oui, il y a plusieurs types d'ouvrages extérieurs, les bardages, les plattelages, les structures bois, les passerelles, les éléments bois rapportés en façade, qui se sont développés beaucoup ces dernières années. Donc ça revêt plusieurs types d'ouvrages et donc plusieurs référentiels techniques. Alors justement, référentiel technique, règles de l'art, vous pouvez nous faire un petit peu, nous donner votre regard sur toutes ces règles de l'art. Bien, alors déjà, ce qui est particulier sur les ouvrages bois en extérieur, c'est qu'on a commencé à écrire des choses que très récemment dans l'histoire du métier, puisque le premier texte, je dirais, c'est quasiment 2010, avec un document qui s'appelle le FDP 20651, qui est un nom un peu barbare, mais en fait qui a sacralisé les grands principes de la durabilité des ouvrages bois en extérieur. Et une fois que ce document a été écrit, il a permis ensuite de diffuser ces grands principes dans chacun des référentiels, chacun des DTU qui concernent les ouvrages qu'on a mentionnés précédemment. Et donc au fur et à mesure de la révision des DTU, on a introduit ces nouveaux principes qui étaient tous inscrits dans le FDP 20651. Aujourd'hui, tous les DTU qui traitent du bois en extérieur, que ce soit le platelage, le bardage, les éléments rapportés en façade, même les menuiseries extérieures ou les structures bois qui sont du ressort du DTU 31.1, intègrent ces notions d'ouvrage de durabilité des ouvrages bois en extérieur. D'accord. Alors, il y a aussi le guide COBEI. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, une fois qu'on a eu fait ce travail dans les DTU, on s'est aperçu que, on donnait des grands principes, mais il fallait rentrer peut-être un peu plus dans le détail pour donner plus de clés de compréhension aux entrepreneurs. Et donc, on a décidé, avec le FCBA, d'écrire ce guide, qui, son nom de code est COBEI, veut dire Construction des ouvrages bois exposés aux intempéries. Et donc, il va expliquer comment, de par la conception, on va pouvoir faire descendre la classe d'emploi. Donc, la classe d'emploi du bois, c'est sa classe de risque d'exposition. Essayer de ramener l'exposition du bois en classe d'emploi 3.1 ou 3.2 pour augmenter la durée de vie des ouvrages et ne pas systématiser le classe d'emploi 4 comme on l'a trop souvent entendu. Enfin, c'était un raccourci qui était fait. Je suis en extérieur, il faut que je mette du classe d'emploi 4. Oui, mais on voit qu'en classe d'emploi 4, on n'arrive pas à des durées de vie de 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans, comme ce qui est attendu normalement par les maîtres d'ouvrage, ce qui est tout à fait logique. Donc on a voulu augmenter la durée de vie des ouvrages extérieurs en essayant de faire baisser la classe d'emploi de par la conception, en proposant des conceptions drainantes et des ouvrages bien ventilés. Alors, justement, je vous propose qu'on parte sur un chantier en région parisienne. C'est une extension en bois d'une maison qui a déjà 3-4 ans. Très bien. Écoutez, ici on est sur une terrasse, sur 2 terrasses, avec une terrasse au niveau du jardin sur laquelle on se trouve, un petit peu surélevée, avec les marches qui permettent d'accéder au jardin. Et au-dessus de cette terrasse basse, qui communique directement avec le séjour ici, on a construit une terrasse haute. Donc nos clients appellent ça une terrasse sur pilotis, sur poteau. Les terrasses bois, les plattelages bois de manière générale, le risque il est toujours le même. Il est soit que la terrasse risque de se dégrader sous l'action des champignons, dégradation fongique, la terrasse pourrie, soit sous l'action de l'humidité, le bois travaille et se déforme. En fait, les bonnes pratiques
pour réussir une terrasse en bois, que ce soit la terrasse basse ici qui est au niveau du sol ou la terrasse haute sur poteau, ce sont celles qui sont prescrites dans nos documents normatifs et en particulier dans le DTU 51.4. Elles sont multiples. La première, c'est d'utiliser des bois, des essences de bois, qui sont compatibles avec la classe de risque, avec la classe d'emploi. Ici, on est en classe d'emploi 4, donc on va choisir des essences, que ce soit pour les lames de terrasse et également pour les bois de structure, les lambourdes ou les poutres, qui sont compatibles avec la classe d'emploi 4 pour une longue durée de vie. Nous, on promet à nos clients une durée de vie de leur terrasse de 30 ans, 40 ans. Par exemple, les lambourdes, quand on est au niveau du sol, on utilise toujours des lambourdes en bois exotique, mais on pourrait aussi utiliser des lambourdes en pin pourvu que ce soit très bien ventilé. Et pour la partie haute, sur la partie charpente, on utilise du pin traité classe 4, mais on est dans une situation extrêmement ventilée, drainante, et donc la durée de vie est également excellente. Et ensuite, au niveau de l'exécution, c'est un ensemble de détails qui en vérité ne sont pas des détails, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Par exemple, assurer une bonne ventilation. Donc évidemment, là-haut c'est très ventilé, mais sur la terrasse basse, il faut s'assurer une ventilation périphérique. S'assurer qu'on ne va pas utiliser d'assemblage de charpente de type piégeant. Alors les beaux assemblages tenon mortaise, assemblages à mi-bois que savent bien faire les charpentiers, les menuisiers, c'est très joli, mais c'est pas à utiliser à l'extérieur parce que l'eau va se stocker et ça va créer un foyer d'insalubrité, ça va pourrir. C'est pour ça qu'on va utiliser par exemple des sabots d'ancrage métallique. C'est pour ça qu'on va utiliser des pieds de poteau métalliques pour que le poteau qui supporte la terrasse ne soit pas plongé dans un plot béton, ce qu'on voit malheureusement trop souvent. Et ça pourrit toujours par le pied. C'est pour ça qu'on va également fixer sur nos lambourdes, sur nos solives, une bande bitume, une membrane butyle pour protéger encore plus les bois d'ossature. On va respecter les espaces entre les lames de terrasse. Au niveau de la muraillère qui est fixée sur le mur de la maison pour supporter la structure, on crée un petit espace avec des cales entre le mur et la poutre pour que l'eau puisse s'écouler. De la même manière, par exemple sur les garde-corps, on va, comme je viens de le dire, ne pas faire d'assemblage de charpente compliqué. On va le fixer à l'anglaise en applique avec des vis et on voit que le bas du poteau, on le coupe, on fait une petite coupe biaise qui évite que la goutte d'eau vienne imprégner le bois de boue, la partie basse du poteau. Le bois à l'extérieur, s'il est correctement mis en œuvre et s'il est dans la bonne classe d'emploi, comme on vient de le dire, n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Principalement, ce qu'on veut, c'est éviter que la mousse se développe à la surface des lames de terrasse. Malheureusement, parfois, on découvre des terrasses peu ou mal entretenues, où on voit proliférer de la mousse, des saletés. Et là, c'est des terrasses qui non seulement ne sont pas très jolies, toutes ces mousses favorisent le développement des moisissures, des champignons, et donc ça peut finir par attaquer le bois, et surtout, ça rend le bois extrêmement glissant. Et pour ça, un nettoyage mécanique, au balai-brosse ou nettoyeur haute pression, mais très basse pression pour ne pas abîmer le bois, pour ne pas soulever la fibre. Bien entendu, s'agissant de l'entretien, on ne met pas de lasure, on ne met pas de vernis, on ne met pas de peinture. Voilà. On met des saturateurs micro-poreux, donc qui laissent passer l'air, qui permettent au bois de respirer, et c'est tout. Voilà. Le bois va prendre une teinte grise naturelle. Si on accepte cette teinte, cette patine, que nous on trouve plutôt jolie et nos clients aussi, il n'y a pas particulièrement d'entretien. Retour sur le plateau de la QCTV Live. Donc je vous rappelle que j'accueille Rodolphe Mauffron de l'UMB FFB pour évoquer ce sujet du bois extérieur et de l'humidité. Alors peut-être déjà une première réaction sur ce reportage de chantier, sur un rappel des principales mesures préventives. Eh bien, elles vont se situer très en amont. En fait, ces mesures-là, c'était au moment de la conception. Il faudra que l'entrepreneur prenne un temps de réflexion et vérifie que chaque assemblage soit bien drainant et bien ventilé. Voilà, donc c'est pas sur le chantier qu'il faudra y penser, parce que ça va être trop tard, mais c'est avant de commencer, prendre ce temps de réflexion
qui va déterminer certains usinages et puis l'achat de quincailleries spécifiques. Donc une forme d'autocontrôle au moment de la conception. Exactement. C'est ça. Et peut-être des mesures préventives vers la maîtrise d'ouvrage, vers la maîtrise d'œuvre. Alors, pour la maîtrise d'œuvre, c'est une étape importante aussi parce qu'elle va devoir prescrire correctement ces différents types d'ouvrages. On les a listés tout à l'heure, il y en a plusieurs. Il y a le bardage bois, il y a le platelage bois, il y a les structures, il y a les éléments rapportés en façade. Et en fait, ils sont... chacun de ces ouvrages-là se réfère à un document normatif différent. Et donc, il est important que la maîtrise d'œuvre réalise des allotissements bien spécifiques pour ces ouvrages-là. Par exemple, le platelage en extérieur, autour de la piscine, c'est du ressort du DTU 51.4 et il y a des entreprises qui sont très spécialisées dans ce domaine-là. Mais si on fait une passerelle avec un platelage sur la passerelle qui est au-dessus de 1 mètre du niveau du sol, là, c'est un ouvrage de charpente, on comprend bien. C'est un autre métier et donc il faut faire appel à des charpentiers. Et les charpentiers vont utiliser leur DTU de charpente et le DTU 51.4 du platelage. Et j'irai même plus loin, quelque chose qui n'est pas très connu et on essaye de diffuser le savoir là-dessus, c'est que le platelage qui va sur une toiture étanchée ou un balcon étanché, c'est un ouvrage d'étancheur. Et ça fait partie de l'ouvrage d'étanchéité, c'est la protection. C'est d'autres compétences encore. Et bien là, c'est d'autres règles. C'est d'autres règles qui sont dans des règles professionnelles. Parce que cet ouvrage-là protège l'étanchéité qui est en dessous. Donc c'est la responsabilité des étancheurs. Donc vous voyez, il y a, pour chaque type d'ouvrage, il y a un texte bien spécifique. Et donc il est important pour le maître d'œuvre de bien faire la part des choses. D'allotir correctement et pas mettre quelqu'un qui serait plus spécialisé sur le platelage autour de la piscine, qui peut être un peu paysagiste, le mettre à faire du platelage sur une étanchéité dont la responsabilité incombe à un étancheur. D'accord. Et peut-être quelques mots vers le maître d'ouvrage, voire l'utilisateur? Oui, c'est important que l'entrepreneur fasse son devoir de conseil vis-à-vis de son maître d'ouvrage en lui indiquant 2-3 prescriptions qui sont assez simples, qu'il peut comprendre facilement. C'est que, en fait, on l'a dit, il faut que ça ventile, voilà, il faut que ça draine. Donc, de par la conception, ça draine, mais il faut que ça ventile. Et il peut y avoir parfois du stockage intempestif sur ces terrasses-là, ou de la végétation qui pousse parce qu'on veut décorer un petit peu. On oublie de nettoyer tout ça, et puis ça ventile plus. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. C'est pas très compliqué à comprendre, il faut que ça ventile. Un petit coup de nettoyage une fois de temps en temps, et ça peut durer des décennies. Alors, une dernière question autour des travaux en cours, des travaux normatifs en cours. On en est où? Alors, on a fait ce gros travail d'écriture à partir du FDP 26151 en 2010. On a introduit toutes ces dispositions ensuite dans chacun des DTU concernés et règles professionnelles. On a écrit ce guide COBEI et maintenant on est plutôt dans une phase de diffusion du savoir en région auprès des professionnels pour qu'ils intègrent ces nouveautés. Que ça infuse. Qui sont relativement récentes, puisque 15 ans à l'échelle d'un métier, c'est assez récent, quoi. D'accord. Bien, écoutez, merci Rodolphe Mauffron. Je rappelle que vous faites partie de l'Union des métiers du bois au sein de la Fédération française du bâtiment. Voilà, cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver en description tous les liens utiles qui ont été évoqués au cours de cette émission. Prochaine émission au mois d'octobre. Merci à la technique, à Ève, à Richard et à Lionel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre chaîne YouTube AQC TV. Et bonne fin de journée.